Ce dimanche en F1, Charles Leclerc provoque des dissonances cognitives chez les experts F1 de Facebook et Twitter en alliant bêtises et pilotage magistral. George Russell ne déjoue aucun pronostic en étant dans le top 10 et en ne terminant pas la course. Et Max Verstappen et Lewis Hamilton échangent leurs fiches personnages avec l'un qui domine facilement et l'autre qui est dépassé malgré les efforts qu'il fait pour suivre le rythme de l'autre. Mercedes marque plus de points que Red Bull, du jamais vu en Formule 1 depuis le Grand Prix d'Espagne 2021, et Mercedes enchaîne 4 Grands Prix sans prendre une seule victoire, du jamais vu. Ah, il y a eu de la F1 avant 2014 ? Ben oui, faut-il les croire ou non, mais Mercedes a déjà annoncé qu'ils arrêtaient le développement de 2021, et à voir les tartines que Red Bull leur colle dans la tronche depuis le début de saison, j'ai l'impression que ça ressemble à un aveu d'échec et d'abandon. En soi, en tant qu'observateur qui regarde la Formule 1 de son salon en faisant des lives sur Twitch, j'ai envie de me dire que c'est pas bête pour Mercedes de ne pas chercher à sacrifier 2022 pour gagner 2021, mais pour Red Bull, ça me semble aussi normal de ne pas laisser passer sa première chance de titre depuis 2013. Imaginez un petit peu, quoi, si Red Bull parvient à gagner le titre cette saison, ce sera la marque qui aura mis un terme à l'équipe qui a imposé la plus grossière domination de l'histoire. Mais je me permets de douter sérieusement, parce que je suis persuadé que Mercedes garde un atout ou deux en main. Certains parleraient de différentes stratégies en termes de fiabilité, là où Mercedes envisagerait de miser sur les 23 Grands Prix en préservant ses composants moteurs, Red Bull et Honda préféreraient miser sur une approche plus agressive, quitte à subir des abandons et des pénalités en misant sur une saison raccourcie à cause du monétisation virus 19. Quoi qu'il en soit, c'est une nouvelle démonstration de force de Maximus qui prend sa 4e victoire cette saison, son record déjà en une seule année. Et avec ce 14e succès, il dépasse Alberto Ascari, il égale Emerson Fittipaldi, Jack Brabham, Graham Hill. Voilà, dans les 4 noms que je viens de citer, il y a 9 titres en tout. Je sais que c'était une autre époque, il y avait moins de Grands Prix, tout ça, mais voilà, statistiquement, il en est là le ptio. Mais après, que les choses soient claires, qu'ils les battent ou non, ces icônes-là, pour moi... Graham, ça sera toujours le mec qui a la plus belle moustache à mes yeux. Elle est imbattable. Graham, t'es le plus beau. Je sais pas quoi dire de plus sur Maximus, et pas vraiment plus non plus sur Lewis, parce qu'il semblait avoir vraiment tout donné à Hamilton, en maintenant l'écart avec Perez, Bottas, tout ça. Mais de le voir et entendre aussi bien Hamilton que son équipe un petit peu résignés dans leur incapacité de produire de meilleurs temps, ça a grandement suscité mon intérêt, parce que qu'on l'aime ou qu'on l'aime pas, je pense qu'on se lassait peut-être un petit peu tous de ce Lewis dominateur. On veut voir le Lewis chasseur, parce que on sait qu'il est capable d'accomplir des miracles, et c'est ça qui va enrichir cette lutte. Passer ces deux-là, c'est derrière qu'il s'est passé plein de belles choses. Bottas réalisait une belle 2e place en qualification, mais il écopait de 3 places sur la grille pour ce tête-à-queue en essai libre 2 que la FIA a jugé dangereux. Alors en effet, si perdre la voiture dans la voie des stands, c'est pas forcément courant, c'est pas inhabituel non plus, mais voilà, en sortant de son garage, ça peut très mal finir, et surtout que ce tête-à-queue était dû à un démarrage trop agressif. Mercedes tentait de trouver une solution pour combler leur déficit au stand pendant les Grands Prix. On l'a vu toute l'année, surtout au Grand Prix de France où ça leur a coûté la victoire. Red Bull gagne énormément de temps dans la phase de l'arrêt au stand puis le tour de sortie. Donc ils cherchaient un moyen de chauffer plus rapidement les pneus, et ce démarrage en 2e vitesse s'est révélé être un échec. Aussi, pourquoi essayer de faire ça dans la voie des stands avant de l'expérimenter lors des tests de départ à la fin des essais libres? Je sais pas. Ils doivent savoir, mais moi je sais pas à l'heure actuelle. Bobo était dans une spirale assez négative depuis son abandon à Monaco, avec cette course désastreuse à Bakou, son pilotage très visiblement frustré en France, mais cette 3e place est ce qu'il pouvait espérer de mieux vu les circonstances. Donc voilà, que ça le relance pour la suite. Red Bull a eu un coup de génie un peu trop tard en arrêtant Perez une seconde fois pour reprendre la position qu'ils avaient perdue à Bottas à cause d'un problème au stand. Il termine à une demi-seconde de la 3e place, ça coûte quelques points au championnat constructeur.
Encore une fois, pour moi, ça prouve que Pérez, c'est un pilote du dimanche. Bon, pas dans le mauvais sens du terme, mais voilà, c'est le pilote de course, quoi. Avec une nouvelle solide prestation en Grand Prix, mais après 8 courses, je me dois de souligner que, selon moi, il pourrait faire bien mieux. S'il perdait pas de précieuses secondes coincées derrière une McLaren en début de course, et surtout, bah, il n'aurait pas à perdre tout ce temps s'il faisait de meilleures qualifs, quoi. Parce qu'avec une meilleure qualif, si Pérez était 3e, tout ça, qu'il avait creusé l'écart, on n'aurait même pas parlé du fait qu'il ait perdu 2-3 secondes au stand. Enfin, bon, on va dire 1 seconde, 5, 2 secondes, quoi. C'est juste qu'il faut qu'il réussisse un petit peu mieux cette phase de qualification et même de début de course. On a vu pas mal, en début de course, ça pouvait être une lacune en ce début de saison chez Red Bull. Mais bon, malgré tout, je tape un petit peu dessus, mais jusque-là, je pense que Red Bull n'a pas de quoi être déçu de son recrutement, selon moi. Mais si je dis ça, c'est parce que je suis persuadé qu'il est capable de faire bien mieux, parce qu'avec le rythme de la Red Bull de ce week-end, je pense qu'il aurait clairement pu apporter un doublé, ou au minimum, terminer dans les échappements de Hamilton. Et pas 4e derrière Bottas, qui était assez loin. Après, faut-il admettre que dans tout ça, Lando Norris continue d'impressionner en se battant comme un acharné pour garder cette 3e place dans le premier tour. Une épreuve en solitaire pour lui, presque frustrante. 5e, c'est un beau résultat, mais quand on a personne derrière et qu'on est à un tour des autres, ça semble un petit peu fade, je le comprends. Ricciardo, lui, continue de souffrir, se plaignant d'un changement conséquent du comportement de la voiture entre le vendredi, où il était très à l'aise, et le samedi, où il n'était pas du tout à l'aise. Malgré cela, il a pris un beau départ le dimanche, il luttait pour des points, des petits points d'honneur, quoi, ça aurait été mieux que rien. Mais il a subi un problème moteur qui lui a coûté beaucoup de place en piste. Comme il disait, la seule chose qu'il pouvait faire, c'était faire coucou aux gens quand il le doublait dans la ligne droite. Et lorsque le problème a été résolu, bah, il n'était pas en mesure de reprendre ses positions, coincé un petit peu dans le peloton, le train de DRS. On a vu pendant une belle phase de la course qu'entre la P7, je crois, et la P14, tout le monde faisait les mêmes chronos à 1 ou 2 dixièmes près, quoi. On s'est donc un petit peu ennuyé du côté des 2 garages chez McLaren, mais chez Ferrari, au contraire, c'était assez intense. Je pense même que Ferrari avait moyen de battre Norris. Sainz termine 6e après avoir passé une dizaine de tours coincé derrière Hamilton, avant de prendre le risque de se défaire d'un tour. Je sais, c'est un petit peu fou, parce que à ce stade de la course, les Ferrari étaient les voitures les plus rapides en piste. Oui! Leclerc termine 7e après une brillante remontée. Alors c'est pas la première fois, et j'espère que ce sera la dernière, qu'on aura à déplorer les incidents de Leclerc au départ, à croire que l'esprit de Romain Grosjean continue d'hanter les paddocks. Forcé hors de la piste au premier virage, par un premier virage un petit peu trop peuplé, il est revenu sur la piste en tassant Gasly, qui s'est retrouvé pris en sandwich entre Alonso et lui. Petite touchette, ça a causé un effet papillon au 3e virage, et voilà, gros caca. Et si je suis d'accord pour laisser un petit peu filer cet incident, comme dit la FIA, incident de course, incident de départ surtout, il y a toujours un petit peu ce genre de truc dans les premiers tours, surtout que on est sur une piste étroite avec pas mal de virages lents au début, ça arrivera toujours, très régulièrement sur ces pistes. Mais si c'était pris 5 secondes, ça ne m'aurait pas semblé immérité non plus. Et ensuite, cette petite touchette avec Raikkonen plus tard dans la course, en lui faisant une grosse queue de poisson au virage 4, ça me semblait aussi un peu inutile. J'ai l'impression que Leclerc retombe un petit peu dans ses travers de 2020 en surpilotant. Il sort pratiquement là de 2 Grands Prix où il a fait la pole position, et puis plus rien. J'ai l'impression que depuis 2019, 2020, il supporte plus trop de pas être aux avant-postes. Il a vraiment envie d'en faire plus. Parce qu'on l'a vu faire des erreurs de rookie en 2019, ce qui était normal, c'était sa 2e saison en Formule 1, mais j'ai pas le souvenir que c'était aussi récurrent, quoi. Mais bon, à part cette envie de trop en faire, j'ai envie de dire que ça reste une prestation, voilà, quoi, c'est exceptionnel, Quand on voit d'autres pilotes comme Ricciardo qui ont aussi chuté, qui n'ont pas été capables de remonter,
d'autres pilotes dans le peloton qui auraient pu et qui auraient dû remonter. Cette remontée qu'a fait Leclerc, ça fait partie pour moi de ses plus belles courses en Formule 1. Donc voilà, je pense que ces erreurs sont bien à blâmer, mais je suis incapable de fermer les yeux sur cette remontée des stands à la fin du premier tour jusqu'à la 7e place, à 10 secondes de Sainz. Je crois qu'il a doublé en tout 9 pilotes en piste, pas avec les dépassements au stand, c'est-à-dire sur la piste 9 dépassements si la statistique que j'ai volée est bonne. J'ai l'impression qu'on est un petit peu avec deux extrêmes chez Ferrari, avec Papayou qui a tendance à être un peu trop tendre cette année en course, comme justement là aujourd'hui le fait qu'il restait bloqué derrière Hamilton, mais il y a eu d'autres cas cette année où en course il était pas aussi incisif que ce qu'on l'avait vu par le passé chez McLaren ou chez Renault. Mais là, voilà, pour le coup de rester bloqué derrière Hamilton, pour moi, c'est... On a vu finalement faire le move, on a entendu son ingénieur l'encourager à le faire. Il avait juste à y aller, quoi. Avant le freinage, il fait de grands gestes, tu vois. Bon, il fait pas comme ça, il l'aurait pas vu, mais juste, il se décale bien, histoire de montrer qu'il est là dans les rétroviseurs. Au freinage, il aurait plongé comme un gros sagouin. Et tu peux être sûr qu'Hamilton, il aurait préféré perdre 1 seconde ou 2 plutôt que de risquer un accrochage avec un retardataire un petit peu fou. Voilà, ça aurait été complètement timbré, mais en comptant sur le bon sens de pilote qui joue un championnat, il aurait pu récupérer sa place. Parce que je rappelle qu'on était à un stade de course aussi où les Ferrari attaquaient, quand je disais c'était les plus rapides en piste, alors que Verstappen et Hamilton étaient dans une phase un petit peu plus de gestion. Mais voilà, je dois souligner justement sa belle gestion pneumatique à Sainz, puisque il a profité d'un bel overcut. On en voit plus souvent en Formule 1. Quoi qu'on en a vu il n'y a pas longtemps à Monaco, justement, mais voilà, en restant plus longtemps en piste, il a réussi à gagner du temps par rapport aux autres, en ne restant pas dans cette mêlée dans laquelle des pilotes comme Ricciardo étaient en mêlée, et il a réussi à profiter de ces terres libres pour creuser et ressortir devant eux lorsqu'il s'est arrêté à son tour. Et enfin, Lance Stroll a un week-end sans qualification bizarre, stratégie bancale ni crevaison importune, et ça se conclut en une belle 8e place. Je trouve que Junior fait un très beau boulot depuis le début d'année. Ce que je lui reproche, c'est qu'il a tendance à pas se rendre la vie facile en qualification. Mais là, avec une belle Q3, 9e sur la grille, une course agressive avec un beau dépassement sur Nando Alonso, une belle gestion des gommes, tout ça, ça fait 4 bons points pour Aston Martin, parce que pour Vettel, c'était très discret, quoi. Il était dans l'ombre de Stroll tant en qualif qu'en course. Il termine même derrière Raikkonen, qui l'a passé dans les derniers tours. J'espère qu'il fera partie de ceux qui ont hâte de refaire le même Grand Prix dans 5 jours, parce que un des bons points pour certains, pour tout le monde, de refaire un Grand Prix au même endroit, c'est de collecter des données, parce que je rappelle encore une fois qu'on a eu que 3 jours d'essais privés. Je me suis foiré, je voulais faire le vieux truc, tu vois, avec les doigts, mais bon, tant pis. T'as compris. On a eu que 3 jours d'essais privés cette année, c'était vraiment pas beaucoup, donc des pilotes comme Vettel, Perez, Sainz, Ricciardo, tout ça, ça pourra leur être très utile. Et en parlant de ces pilotes qui aimeront profiter d'une journée, d'un week-end un petit peu test aussi, je pense à vous, mon cher Esteban Ocon, qui semblait perdu depuis les dernières évolutions d'Alpine. Depuis le début de saison aussi, j'ai l'impression qu'on arrive à faire marcher qu'une seule voiture sur 2 chez Alpine. Parce que là, ce week-end, Alonso était, il était indiscutablement en lutte pour des beaux points. Potentiel apparemment non maximisé selon l'Espagnol, mais on dira que dire cela d'Ocon, ce serait presque un euphémisme, parce que voilà, il termine assez loin. On a tenté de lui donner une stratégie différente, mais pareil, ça n'a pas vraiment marché, bloqué dans le peloton, il n'arrivait pas à remonter. On a vu une belle lutte face à Giovinazzi, mais voilà quoi. Alors je ne dénigre pas Jojo, qui a encore une fois pris le meilleur de son équipier Papy Konen, mais je sais pas si c'est là que Ocon aurait dû être. Enfin, pour moi, il aurait pas dû se battre au niveau de la 15e place avec Giovinazzi. Et pour en rester avec Jojo, ou
Head and Shoulders, pour ceux qui préfèrent. Il a vu sa belle qualification ruinée à cause d'un Pierre Gasly impuissant à cause de sa crevaison qu'il a subie au départ. Il l'a percuté dans l'épingle, bouchon, tout ça. Bon, on va pas revenir, mais à partir de là, sa course était un petit peu ruinée, puisqu'on n'a pas eu de safety car ni quoi que ce soit pour lui permettre de revenir. Il s'est arrêté au premier tour, il a fait une belle remontée, mais bon, voilà quoi, quand tu fais durer des pneus pendant 70 tours, au bout d'un moment, tu vas perdre en performance, quoi. Et Kimi, il fait du Kimi, trop transparent en qualif, agressif en course, avec une stratégie intéressante en pneus durs. 11e, c'est très bien, mais voilà, quoi. Imaginez si ces qualifications étaient aussi bonnes que Giovinazzi, il y avait des points à prendre, je pense. Pardon, c'est l'accent local qui ressort. Je pense. Bref, il termine pas loin de Tsunoda, qui poursuit son apprentissage avec Alpha Gasly. Il ramène un petit point, mais il aurait pu viser un petit peu mieux sans une pénalité pour avoir gêné Bottas en Q3. Je vais pas le blâmer pour ça, ça arrive à tous les pilotes d'accidentellement gêner un autre en qualif. Un week-end assez propre, mais quand je dis qu'il continue d'apprendre, c'est surtout à cause de ce problème de communication en course, parce que alors que son équipe pensait qu'il était dans une phase de gestion, bah lui il était en train d'attaquer, et lorsqu'on lui a dit d'attaquer, ouais, t'as compris, il a gueulé dans la radio pour dire je suis déjà en train d'attaquer. Mais ça a un petit peu ruiné sa stratégie. Et pour ce qui est de Gasly, bah, difficile de dire quoi que ce soit à cause de son abandon. Il a rien pu faire, mais voilà, il prouve une nouvelle belle qualification qui aurait pu résulter en un beau résultat. Bordel, je rappelle que c'est son 6e top 6 C'est son 6e top 6 de l'année, pardon, en qualification. Donc voilà, en 8 courses, c'est bien. C'est bien. Niveau figurant, Mazepin continue d'améliorer tout en étant insuffisant. Sa meilleure qualif de l'année, à seulement 1/10 de Schumacher. Il l'a même dépassé au départ. Il y a eu une belle lutte avec lui en piste. Je suis sûr que Steiner, il a dû avoir des flashbacks de Simon and Garfunkel, là, quand il sautait des coups de roue en 2019. Mais bon, ça c'est bien fini entre les deux. Je pense que c'est même pour ça ils sont tout de suite arrêtés Kikita immédiatement après, parce que chez As, ils se sont dit oulala, on a nos deux pilotes côte à côte, on les fait rentrer. Ils nous ont cassé trop de voitures. Mais après ce changement de pneumatique, il était nulle part, Mazepin. Enfin, il a énormément perdu en performance. C'est la même, hein, j'ai l'impression. Il y a eu déjà 2-3 courses cette année où il avait un bon rythme de course, et dès l'instant qu'il a changé de pneumatique, il disparaît, quoi. Et pour Schumacher, rien de notable, pour moi en tout cas, ce week-end, si ce n'est que il a encore battu son équipier, voilà, c'est le minimum. Et pour en finir avec les Williams, de nouveau de belles promesses réduites au néant, avec Latifi éliminé dans la mêlée du premier tour. Il a fait une course au fond, en solitaire, en faisant coucou à des gens qui lui tendaient des drapeaux de couleur bleue. Il comprenait pas, il faisait « Ah, salut !» tout. Et Russell, lui, il abandonne à cause d'un problème mécanique, après avoir livré certainement la plus belle prestation d'une Williams depuis longtemps. Georgie Boy se battait pour la 7e place de Alonso avant ce problème à la régulière. En plus, il a seulement bénéficié de l'accident de Leclerc et Gasly et de la pénalité de Tsunoda, je sais. Mais il était passé à rien de la Q3, et sincèrement, se battre pour les points de la sorte dans une Williams, passer à ça de la Q3 et abandonner, je m'en tape. Enfin, je veux dire, moi, j'avais pas besoin qu'il termine dans le top 10 pour être convaincu. Russell, pour moi, je suis déjà convaincu depuis que je l'ai vu en Formule 2. Il m'a pas déçu en Formule 1 jusque-là. C'est pas 2-3 points en plus ou en moins qui vont changer quoi que ce soit pour lui. Éventuellement, je conçois que pour certains intellectuels des réseaux sociaux, on puisse remettre en question le fait qu'il n'ait jamais mis de points dans ce qui est la 9e puissance du plateau, enfin l'avant-dernière du coup, enfin avant c'était la dernière, mais maintenant c'est la 9e, bon, peut-être que pour certains, ne pas marquer des points dans cette équipe, c'est un preuve de nullité. Pour moi, ça va rien changer, parce que Williams sait ce que vaut ce pilote, Mercedes sait ce que vaut ce pilote, et pour moi,
Ça ne changera rien au line-up idéal dont peut rêver Toto Wolff pour 2022. Je sais pas ce que c'est, hein, ce line-up idéal, mais voilà, pour moi, c'est pas ce résultat qui va changer quoi que ce soit. Vous n'arriverez pas à me faire croire que le mec qui a mené une équipe vers une série de 14 titres en 7 ans est débile au point de pas savoir ce que vaut un gamin dont il finance la carrière depuis 5-6 ans par rapport au mec qui a gagné 6 titres avec lui et le mec qui est dans son équipe depuis 4 ans et qui manage depuis bien avant qu'il arrive en Formule 1. Ouais, je sais, je viens de dire plein de chiffres, mais tout ça pour dire... C'est plus honorifique qu'autre chose pour Russell, ces points, c'est surtout à Williams que ça compte. Parce que si Russell finit 9ème, Russell, il marque 2 points, il est content, il va finir 17ème du championnat. Mais pour Williams, ça veut dire que ça passe Alfa Romeo au championnat, quoi, et que ça passe 8ème du championnat. Le fait de perdre ses points, pour moi, c'est plus grave pour Williams que pour Russell. Voilà. Je pense que tu termines 16e ou 15e du championnat à ce stade, t'en as un peu rien à faire, quoi. Par contre, au championnat constructeur où il y a des millions en jeu, là, c'est autre chose. Russell s'en remettra, Williams un peu moins, sauf si... Alors, évidemment, sauf si Russell avait clairement une clause dans son contrat qui l'obligeait à marquer des points au Grand Prix de Styrie, là, auquel cas, il est dans la mouise. Si tu ressens le besoin d'être en désaccord avec la bêtise de mes propos, bah j'ai pas besoin de te dire ce que tu dois faire, parce que t'es assez malin pour aller le faire toi-même, mais j'espère malgré tout t'avoir diverti et t'avoir aidé à revivre ce qui était pour moi un honorable Grand Prix de Formule 1. Un honorable, oui, on peut pas avoir le Grand Prix du Paul Ricard toutes les semaines. J'ai vraiment dit ça, moi ? Allez, abonne-toi à mon MySpace, ajoute-moi sur MSN, bisous, Caramel.